négociations pour trouver la solution. Bon, quelle peut être la solution? La solution, c'est retirer ses troupes de l'Ukraine. C'est pas une solution pour lui. Donc pour lui, en fait, il faut se demander quel est l'objectif de Poutine dans tout ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. C'est pas ni l'Ukraine même elle-même, c'est pas les territoires ukrainiens, c'est pas bien sûr l'OTAN qui avance vers ses frontières, mais c'est plutôt le statut de la Russie et le statut de Poutine lui-même. Donc si on se met en fait au Kremlin aujourd'hui, au Kremlin, ceux qui veulent Poutine et son entourage, c'est la rencontre tête-à-tête avec Donald Trump. C'est ça qu'ils souhaitent, c'est cette image-là, retransmise partout dans le monde. Qui montre au monde son statut, qui montre que c'est une grande puissance, qui négocie à l'égalité avec une autre grande puissance comme est les États-Unis, pas les Ukrainiens, pas les Européens. Pour Poutine, ce ne sont pas des puissances, ce sont en fait des subordonnés des grandes puissances. Donc dans cette perspective, dans cette éventualité de la rencontre entre Poutine et Donald Trump, effectivement, Poutine peut commencer à jouer en jeu avec la Maison-Blanche. Pas vraiment en cherchant ni la paix ni la coopération avec les États-Unis, mais surtout, pour lui, c'est important de retrouver son statut d'une grande puissance et lui-même d'un leader d'une grande puissance. Et d'un mot, ces ultranationalistes, ces blogueurs qui constituent une partie importante de l'entourage de Vladimir Poutine, est-ce qu'ils ont du poids ou est-ce qu'il prendra sa décision, comme très souvent, en se consultant d'abord lui-même? Ils ont du poids, ils ont repris du poids dans la politique russe avec le début de la guerre, mais ils restent toujours l'instrument quand même du Kremlin. Et ils sont contrôlables. Ça veut dire qu'au cas où, s'ils dépassent les frontières, les limites établies par le Kremlin, et s'ils vont dans l'autre sens que le Kremlin veut, ils peuvent être très, très vite mis quand même à l'ordre et mis à leur place. Mais ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que leur déclaration depuis 24 heures n'augure pas forcément de ce que sera la décision de Vladimir Poutine. Non, non. Ils représentent le volet le plus radical qui existe au Kremlin. Il y a par exemple Nikolai Patrushev, qui bien sûr est un des plus radicaux au Kremlin, qui est en faucon du Kremlin. Il représente ce point de vue, mais ce n'est pas le seul point de vue qui est au Kremlin. Et pour Poutine, le calcul est beaucoup plus compliqué. Son calcul, c'est tout d'abord garder le pouvoir et prolonger son régime, et il va utiliser tous les moyens pour le faire avec l'Ukraine, avec les États-Unis, avec ou sans la paix en Ukraine. François, votre analyse, d'après ce que vous entendez et ce que vous entendez aussi côté américain, est-ce qu'on se dirige vers un accord russe? Est-ce que Trump, d'après ses déclarations, est décidé à mettre toute sa pression? Comme c'est le cas depuis la guerre d'Ukraine, il faut tenter de se mettre dans la tête de Poutine. C'est généralement comme ça qu'on arrive à faire des prévisions pas trop inexactes. Et Poutine, tel qu'on le connaît, et si j'essaye de me mettre dans sa tête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Donald, c'est formidable, on va se voir, tu es un type formidable, mais tu as vu, j'ai une opinion qui est chauffée à blanc. Et là, il y a les blogueurs, les boucles Telegram, tutti quanti. Je ne peux pas tout simplement dire oui sans condition. Et tu sais bien que ce type-là, qui n'a pas de costume, à Kiev, là, comment il s'appelle, Vladimir, en ukrainien, Zelensky, et tu sais, tu ne l'aimes pas. Et tu sais bien aussi que moi non plus, je ne l'aime pas. Et les Ukrainiens, ils refusent de faire des élections. Et moi, je dis oui à ton cessez-le-feu, mais il faut qu'il y ait des élections en Ukraine. C'est un ressort si important que ça pour lui. Essentiel, ça fait partie de la dénazification. Et dans un laps de temps bref, peut-être pas un mois, peut-être 2, parce qu'il faut quand même le temps d'organiser les prétendues élections sous la surveillance de l'armée russe. Le cessez-le-feu, bien sûr, n'est pas supervisé, il n'est pas contrôlé, il n'y a aucune garantie de sécurité. Ça, c'est ce que souhaite aussi Poutine, c'est ce qu'il va demander. Bien entendu, mais ça, il a déjà. Ça, Trump a déjà imposé cette condition-là à Zelensky. Donc Poutine va demander une condition supplémentaire. C'est ça qui va se passer. Il ne va pas vouloir dire non aux Américains pour les raisons que Vera a très très bien expliquées, mais il va instrumentaliser les blogueurs et autres ultras pour imposer une condition supplémentaire. Est-ce qu'il peut demander aussi
Ou la en levée préalable des la levée des sanctions. Ou la levée des sanctions. Je veux dire, si je me mets dans la tête de Poutine, c'est entre ces deux options-là que j'hésiterais. Qu'est-ce que je peux demander? Mais j'avoue que si je me mets dans cette position, je trouve que faire partir Zelensky, c'est quand même vachement tentant. Bon. Vous avez entendu Donald Trump. Est-ce que vous avez entendu un Donald Trump menaçant, faisant pression au maximum, et on sait comment il peut l'être. On l'a vu avec l'Ukraine. Est-ce que c'est ce même Trump qui désormais fait pression sur Moscou que vous avez entendu, où vous dites il a mis les formes? Non, c'était très intéressant, effectivement, qu'il sorte du bois comme ça avec ces menaces à peine voilées de sanctions. D'ailleurs, un sénateur américain très trumpiste, en l'occurrence Lindsey Graham, avait d'ores et déjà, il y a quelques heures, brandi la menace de sanctions si Moscou ne cédait pas aux injonctions américaines. Et on voit bien que d'ailleurs, le discours change un peu, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, ce qui était frappant, c'était ce rapprochement improbable entre Washington et Moscou. Et là, effectivement, il a sorti le bâton. Et effectivement, je pense que si le Kremlin venait à persister dans sa ligne extrêmement dure, parce qu'il n'a rien négocié du tout pour l'instant, Poutine. Rien cédé sur rien. Eh bien, effectivement, Donald Trump pourrait être tout à fait tenté d'appliquer des sanctions supplémentaires à Moscou, parce qu'il veut garder la face et que, de toute façon, c'est la force qui doit l'emporter. Ou bien, finalement, il fait des concessions, comme vous l'avez évoqué, il fait des concessions à Vladimir Poutine parce qu'il n'a qu'une envie, c'est sortir de ce conflit au plus vite. Donc, ça peut jouer en défaveur de l'Ukraine. Cela dit, juste une remarque pour finir, Kiev, pour le coup, a un petit avantage stratégique maintenant qu'il a plié face à Donald Trump et qu'il a accédé à cette demande d'un cessez-le-feu de 30 jours. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Moscou. Mais moi, je suis un petit peu sceptique parce que Poutine n'a aucun intérêt à arrêter cette guerre. Aucun intérêt aujourd'hui à arrêter cette guerre. Il est en train d'avancer sur le terrain, comme vous l'avez dit, même quitte à presque priver, on en reparlera tout à l'heure, Zelensky de quelque chose qu'il pouvait négocier. Une monnaie la région de course. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, la guerre porte son économie de façon phénoménale. Et donc là, les 7% du PIB qu'il dépense en efforts militaires, avec des soldes considérables, en tout cas par rapport à ce qu'il gagne d'habitude, pour les soldats, etc., qui ruissellent dans la population, c'est quelque chose qui tient la Russie en ce moment. Et vous, Jean-Claude, avez-vous trouvé un Donald Trump aussi menaçant avec Poutine qu'il a été dur avec Zelensky il y a une dizaine de jours? Pas aussi dur qu'il a été avec Zelensky. En tout cas, il est monté d'un degré vis-à-vis de Poutine, beaucoup plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent, pour deux raisons. La première, c'est que son narratif jusqu'à maintenant, ça a été de dire l'Ukraine ne veut pas la paix et donc c'est à cause de l'Ukraine qu'on ne fait pas la paix. Maintenant que l'Ukraine a dit oui, nous sommes prêts et nous signons pour un cessez-le-feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle, non seulement est dans le camp des Russes, mais que si Donald Trump ne parvient pas à obtenir cette fameuse paix, eh bien, il aura échoué. Et puis, son opinion publique, qui elle regarde des choses, son opinion publique lui dira, mais vous nous aviez vendu une version, et aujourd'hui, ça n'est pas cette version-là. Donc, c'est le premier élément de pression, déjà pour Donald Trump, qui est un peu cornérisé de ce point de vue. Et pardonnez-moi, c'est à l'avocat que je m'adresse. Les sanctions contre la Russie, elles sont déjà très dures. Est-ce qu'il y a vraiment des sanctions supplémentaires qui pourraient faire plier Poutine? Alors, on peut toujours envisager, je n'ai plus en tête ce qu'il lui a mis déjà pour l'instant, mais on peut toujours envisager de renforcer encore plus. On peut toujours envisager qu'il dise, qu'il menace de vendre une partie de biens qui seraient gelés, même s'il faut voir sur le plan du droit international, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en termes de menaces, c'est pas le caractère légal ou non qui limitera Donald Trump. Oui, on sait qu'il est question de sanctions bancaires, sans qu'on ait beaucoup de précisions sur le contenu. Et puis, il y a une deuxième chose, un deuxième coup de pression pour Donald Trump, c'est qu'il dispose de 30 jours. Il y a un cessez-le-feu. Voilà, donc on voit bien qu'il y a non seulement la volonté de Moscou, la balle est renvoyée dans le camp de Moscou et donc de Trump, mais aussi on est dans un timing
timing un petit peu serré, et donc il est pris par ces deux éléments. Et là encore, la différence entre Donald Trump et Poutine, c'est que Poutine, lui, il n'a pas de problème avec son opinion publique. Il a une dimension économique et sociale, c'est une chose. Mais Donald Trump, lui, il a une opinion publique qui regarde un petit peu. Il ne faudrait pas quand même que les choses s'aggravent de trop. D'un mot, Lucille, on le disait, l'Ukraine est-elle en train de perdre une de ses uniques monnaies d'échange? L'information n'est pas officielle, mais l'armée ukrainienne est en train de quitter la fameuse poche de Koursk qu'ils occupaient donc depuis le mois d'août, donc en territoire russe. Oui, on peut l'affirmer ce soir. La retraite de l'armée ukrainienne a commencé. Les Russes reprennent pied presque partout. Illustration concrète, il y a quelques heures, avec ce drapeau russe planté sur ce silo à grains de la ville de Soudja, la principale agglomération prise par les Ukrainiens il y a 8 mois, ou encore l'irruption des soldats russes sur cette petite place, drapeau en main. Les brigades ukrainiennes les plus aguerries se sont retirées de la région russe de Koursk, affirme Bloomberg. Toute dernière information, il y a quelques heures, le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrski, a limogé le commandant qui menait les troupes dans cette zone. Certains y voient là une sanction pure et simple. Voilà une carte, peut-être la principale carte en main des Ukrainiens qui semble disparaître. Est-ce que cette situation militaire et le fait que la Russie veuille aller jusqu'au bout de son avantage et achever cette reconquête de Koursk milite en faveur de... Il est urgent d'attendre avant de donner ma réponse sur le cessez-le-feu, François. C'est quand même très délicat. Il y a le facteur temps qu'évoquait Jean-Claude. Trump attend visiblement une réponse rapide et tout termoyage de la part du dirigeant russe, atermoiement de sa part, passera très mal auprès de Washington en général et de Trump en D'ailleurs, l'équipe s'en va en particulier, et l'équipe part effectivement à Moscou maintenant. Voilà. Donc on aura une réponse d'une façon ou d'une autre rapidement. Je ne pense pas qu'elle soit négative et je ne pense pas qu'elle soit positive sans condition. Je pense qu'elle sera assortie de lourdes conditions. Alors, on parle de moyens de pression. Y a-t-il un autre moyen de pression, et vous l'avez évoqué rapidement, qui consiste à la saisie des avoirs russes? On sait que ces avoirs russes ont été gelés. On va parler de l'Europe en particulier, mais qu'ils n'ont pas été saisis, parce qu'en droit international, c'est un peu compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est de démêler le vrai du faux sur ces avoirs russes, qui se montent à plus de 200 milliards d'euros. Alors, est-ce que nous sommes prêts avec Marion Delpech pour ces explications? Non, alors elle n'est encore pas tout à fait là. Donc, je vous propose simplement de s'interroger sur est-ce qu'il y a un autre moyen de pression? On va voir les avoirs russes dans quelques instants. On voit que Koursk est quasiment perdu. On voit que Trump parle de sanctions financières. Mais pour l'Ukraine, dans cette négociation, est-ce qu'il y a un moyen de pression ou est-ce qu'ils seront réduits à être des spectateurs? Ce n'est pas une question de moyens de pression, c'est une question de maintien de la capacité de l'Ukraine à se battre. Et l'argent concerné, c'est 200 à 300 milliards d'euros qui sont en Belgique, qui sont aujourd'hui en Europe, donc. On y vient, François. C'est pas les Américains. C'est pas les Américains, c'est nous. Alors expliquons. Expliquons, démêlons le vrai du faux. On entend beaucoup de choses. Est-ce que ce sont les biens des oligarques? Est-ce que ce sont les yachts? Non, mais on va l'expliquer. Est-ce que ce sont les hôtels particuliers? Qui précisément détient ces avoirs? Voici les indispensables avec Marion Delpech. Bonsoir Marion. Bonsoir David, bonsoir à tous. 4 affirmations, vous nous dites ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous avez entendu beaucoup de choses sur ces avoirs. On va maintenant démêler les choses. Les avoirs russes, ce sont donc ces yachts, ces hôtels particuliers dans toutes les capitales, puisqu'on parle de l'Europe, et qu'on a souvent pointé du doigt. C'est vrai ou c'est faux? On parle bien de ça? Eh bien, c'est faux, David. Il existe bien évidemment quelques saisies hautement symboliques, comme celle en mars 2022 du fameux Amore Vero, alias Iota, l'un des plus beaux yachts du monde, propriété d'Igor Sechin, un proche de Vladimir Poutine, 86 mètres, valeur 120 millions d'euros, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des avoirs russes gelés. Les 250 milliards d'euros recensés
sont en réalité, je cite, des portefeuilles d'actions, d'obligations, de titres ou de bons du Trésor, bref, des lignes de compte, des avoirs financiers. Deuxième affirmation, tous ces milliards appartiennent aux oligarques, les fameux oligarques proches de Vladimir Poutine. C'est vrai ou c'est faux? Là encore, c'est faux. La très grande majorité de cet argent, 210 milliards d'euros, selon la Commission européenne, appartient officiellement non pas à des personnes privées, mais à la Banque centrale russe. Il s'agit donc des réserves de l'État russe. En comparaison, les avoirs russes privés et gelés dans l'Union européenne ne représentent que 10 fois moins, 25 milliards d'euros à peine. Troisième affirmation, ces avoirs russes sont gelés par les banques d'affaires, les fonds d'investissement dans tous les pays de l'Europe entière. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est une nouvelle fois faux, David. La quasi-totalité de ces avoirs est détenue ici, dans un seul et unique établissement privé, en Belgique. Cet établissement s'appelle Euroclear. La majeure partie de ces fonds russes y sont donc rassemblés depuis le début de l'invasion afin d'être gelés. Pour les débloquer, il faudrait une décision collective au sein de la gouvernance d'Euroclear. Et on peut se demander comment serait prise la décision finale d'un dégel de ces avoirs russes. Dernière affirmation, beaucoup disent qu'il ne faut plus se contenter de geler ces fonds, mais de les saisir. Et ça ferait 200 milliards sous la main pour armer l'Ukraine ou quoi que ce soit d'autre. Mais d'autres pays qui eux aussi ont des fonds placés dans l'Union européenne font pression pour qu'il n'en soit rien. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. C'est le cas, par exemple, de l'Arabie saoudite, mais aussi de certains autres États. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'ils craignent eux-mêmes qu'un jour, leurs propres avoirs soient saisis. Ainsi, Riyad a menacé de rapatrier tous ces fonds. Merci Marion. Autrement dit, en saisissant ces fonds russes, on ferait fuir tous les autres fonds de la planète qui sont placés chez nous parce qu'ils se diraient à tout moment les miens aussi pourraient être saisis, c'est ça François? C'est totalement absurde. La notion que l'Arabie saoudite ou le Qatar cesserait d'investir en Europe parce qu'à leurs yeux l'Europe ne serait plus un état de droit. Ils vont aller où les fonds? Dans l'état de droit chinois, dans l'état de droit trumpien, dans l'état de droit poutinien. Ces investissements partiront là où ils seront rentables. Donc c'est un sabre de bois qui est brandi notamment du côté des autorités françaises. Les autorités françaises, dans cette affaire, sont très au recul pour des raisons qui, à dire vrai, m'échappent un tout petit peu. Les Belges sont évidemment assez contre parce qu'ils ont peur de perdre des affaires, c'est normal, l'établissement est chez eux. L'Allemagne est probablement, qui était sur la même position que la France naguère avec le gouvernement Merz, va probablement aller vers le dégel. Et dans ce cas-là, je pense que la France ne pourra pas résister longtemps à la plus grande partie de l'Union européenne. 225 milliards d'euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. Je rappelle que l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, États-Unis compris, pendant 3 ans, c'est un petit peu plus de 100 milliards d'euros. Donc il y a largement de quoi alimenter les Ukrainiens et dans une symétrie assez parfaite par rapport à l'origine des fonds. Une Russie qui fait la guerre. Oui. Le gouvernement français commence à évoluer. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était opposé à cette saisie. Le président Macron, pour ces raisons juridiques. Le président Macron a toujours dit qu'il était contre. Monsieur Bayrou a commencé à faire des déclarations un petit peu plus ouverte et très honnêtement, il y a aujourd'hui plus de pays dans l'Union qui sont favorables à l'utilisation de ces fonds. Il y a des problèmes juridiques, oui, il y en avait aussi au moment de la guerre du Golfe vis-à-vis de l'Irak. Ça n'avait empêché personne de saisir les biens de l'Irak. Je suis convaincu que politiquement, il sera plus facile de gérer une situation de saisie de ces biens plutôt que d'expliquer aux contribuables français qu'il va falloir qu'ils continuent de payer la guerre d'Ukraine. C'est quand même mieux de faire payer le contribuable russe. Bon. Il n'y a pas un risque que ces fonds aillent à Londres, à Singapour, l'Europe? Oui. En fait, nous, on a un peu travaillé sur cette question dans mon service et d'après les experts qu'on a interrogés, en fait, il serait autorisé par le droit international de saisir
tout ou partie de cet argent s'il va à la réparation, aux réparations et à la reconstruction de l'Ukraine. Ça, c'est un point important et comme François le rappelait, c'est ce qui a été fait dans le cas suite à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, où le Koweït a effectivement bénéficié au titre de cette réparation des fonds irakiens. Donc ça s'est déjà vu et on parlait de la France qui est en débat. Effectivement, l'exécutif a l'air plutôt frileux sur la question, mais je rappelle que l'Assemblée nationale, il y a un débat en ce moment même sur l'Ukraine et une grande partie de ce débat va être consacrée à ce dégel des avoirs. Par exemple, Gabriel Attal y est tout à fait favorable pour l'argument que vous avez avancé que c'est aux Russes de payer et non pas aux Français. Et un mot de l'avocat. Qu'en pense l'avocat ? Je pense que juridiquement,